Alors, voyons maintenant les grandes théories de l'apprentissage. Que peut-on dire des principales théories d'apprentissage? Les grandes théories de l'apprentissage sont au nombre de 3 et comportent des sous-théories ou branches théoriques voisines. Nous avons le behaviorisme, le constructivisme et le connexionnisme. Ces théories sont apparues à une époque de grands bouleversements sur la manière de penser l'homme et les sciences humaines suite aux travaux de Freud sur l'inconscient et l'apparition de disciplines nouvelles comme la psychologie aux côtés de champs sociologiques ayant déjà pris un grand essor, ainsi que l'apparition de techniques nouvelles. C'est aussi le siècle des grands penseurs et philosophes qui font influencer le débat de cette nouvelle science humaine. Des courants de pensée vont influer sur de nombreux débats, dont celui sur l'apprentissage et enseignement. Les théories de l'apprentissage sont nombreuses, car des variantes sont apparues. Nous avons le behaviorisme au modèle réflexologique, le connexionnisme, le cognitivisme structural, le gestaltisme, le structuralisme piagétien, le cognitivisme computationnel, le courant de l'interactionnisme. Bien sûr, nous pourrons dans l'espace de ce cours étudier tous ces courants. Nous retenons donc que 3 entrées, le behaviorisme, le constructivisme et le connexionnisme. A priori, vous pouvez trouver ces théories de l'apprentissage très abstraites, voire éloignées de vos préoccupations de futurs enseignants. Pourtant, lorsque vous proposez aux élèves un exposé, un cours magistral, des exercices systématiques, des situations problèmes, vous vous référez nécessairement, peut-être sans le savoir, à un modèle théorique précis appartenant à des champs scientifiques tout aussi précis. Notons d'emblée que la pédagogie transmissive ne relève pas des champs théoriques des sciences humaines, mais d'une pratique traditionnelle initiée par les anciens pédagogues de l'Antiquité et du Moyen Âge. Alors voyons maintenant le behaviorisme. Pour les behavioristes, l'apprentissage se résume à l'établissement d'une connexion entre un stimulus et une réponse comportementale. Effectivement, le behavioriste, qu'on appelle aussi en traduction française le comportementaliste, pense qu'on ne peut avoir accès à ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui est en train d'apprendre, voire même de penser. Il y a comme une boîte noire et on ne peut déchiffrer, on ne peut lire ce qu'il se passe dans la boîte noire. En revanche, on peut voir un comportement se modifier à la suite d'un stimulus, comme ils disent. Donc il y a stimulus, il y a une réponse comportementale, le comportement a donc changé, donc le behavioriste pense qu'il y a eu l'apprentissage. En Russie, Ivan Pavlov, dont on connaît les expériences avec les chiens, contribue à l'avènement du behaviorisme. Il montra que si on accoutume un chien à accompagner sa nourriture d'un stimulus sonore, ce dernier pouvait à la longue déclencher la salivation de l'animal sans être accompagné de nourriture. Avant le conditionnement, on présente l'os au chien qui salive, ensuite on actionne une cloche à laquelle le chien ne réagit pas. Pendant le conditionnement, on associe la présentation de l'os et le son de la cloche. Après le conditionnement, on fait seulement sonner la cloche, le chien salive. Aux États-Unis, Skinner est allé plus loin dans ses expérimentations en conditionnant avec des récompenses la relation stimulus et réponse comportementale. Il développe l'approche pavlovienne en ajoutant dans le conditionnement les principes de renforcement pouvant être soit positifs, soit négatifs, s'agissant de récompense ou de punition. Le conditionnement est ainsi mieux rendu opérant. Vous comprendrez que dans ce genre de situation, nous sommes plutôt proches d'une machine à penser, d'élèves que l'on va amener à devenir des machines à penser, peut-être plus que de cerveaux réflexifs. Voilà mon petit commentaire personnel. Voyons les schémas qui illustrent le behaviorisme. Donc on voit par exemple le rat dans sa cage, l'expérience de laboratoire avec son distributeur de nourriture, le bouton poussoir et le plancher électrifiable qui bien sûr va servir de stimulus. L'idée c'est que le rat comprenne qu'il faut enclencher un bouton pour pouvoir être nourri, et puis on a d'autres éléments comme des haut-parleurs, des lumières. L'expérience du chien, dont je parlais plus amplement, donc on voit le chien avec avant le conditionnement, et on lui présente un os, il se passe une salivation tout à fait naturelle. Ensuite, on lui présente une cloche. Il n'y a de la part du chien, bien sûr, aucune réponse. Pendant le conditionnement, on associe la cloche à l'os et il y a une salivation de la part du chien.
Et que se produit-il après le conditionnement? Eh bien, si on actionne seulement la cloche, le chien salive. Donc, il a été bel et bien conditionné, le réflexe de salivation est installé. Voilà donc ce qui nous amène donc à expliciter avec cet exemple ce modèle behavioriste qui s'appelle aussi le modèle donc réflexologique. Pour les fonctionnalistes, il ne peut y avoir d'apprentissage sans à la fois l'action et la réflexion sur l'action. Ce qui donc nous amène donc à autre chose et peut-être vraisemblablement à construire plutôt des cerveaux réflexifs que des machines à penser. Les gestaltistes, quant à eux, insistent sur le rôle central de l'activité mentale du sujet dans l'apprentissage. La psychologie de la forme influencera la psychologie de l'éducation. Ils se sont d'ailleurs radicalement opposés aux behavioristes. Des expériences effectuées avec des singes mettent en évidence que la résolution d'un problème ne résulte pas, pour les gestaltistes, de simples conditionnements, mais suppose également la compréhension de schèmes d'action complexes articulés entre eux. Par exemple, Wolfgang Kohler a observé comment les chimpanzés apprenaient à attraper des bananes situées à l'extérieur de leur cage grâce à un bâton. C'était le fruit d'une période de tâtonnement, d'une phase très courte de réflexion, puis d'une soudaine compréhension qu'il a appelée l'insight, une compréhension de la solution. Max Wertheimer a affirmé que les apprentissages proposés aux élèves dans les écoles sont ennuyeux et ne font pas assez appel à la compréhension par insight et donc à une véritable pensée créatrice. À la suite de ce mouvement est apparu le mouvement des sciences cognitives, qu'on appelle aussi les théories du traitement de l'information, qui vont également nourrir le débat sur l'apprentissage et devenir une grande théorie avec des sous-théories de l'apprentissage. Alors, il faut voir qu'en fait, les sciences cognitives se sont opposées aux behavioristes en disant vous nous dites qu'il n'est pas possible d'aller voir dans la boîte noire, eh bien chiche, allons voir, allons essayer d'observer, de comprendre par des procédures qu'on va essayer d'inventer comment finalement un enfant, un adulte peut apprendre. Et au final, à partir des années 60, la psychologie cognitive a progressivement détrôné la théorie behavioriste. Les psychologues cognitifs tentent de comprendre ce qui se passe dans la boîte noire du psychisme humain. C'est le pari qu'ils font, essayer de saisir ce qui se passe, comment fonctionne le cerveau qui apprend. Le sujet ne se compte pas d'assimiler des données brutes, mais il les sélectionne, il les met en forme. Des spécialistes de diverses sciences, diverses disciplines comme les neurosciences, l'intelligence artificielle, la linguistique s'associent dans ce programme de recherche. Nombreux sont les domaines explorés par la psychologie cognitive. Nous avons la perception. Le cerveau fait effectivement un tri parmi la masse considérable de données issues de l'information. Ce filtre est nécessaire. Il marque la différence entre voir et regarder, entendre et écouter. Nous avons aussi des travaux sur la mémoire. Les travaux de psychologie cognitive ont mis en évidence que la mémoire comporte de multiples facettes. On a ainsi juxtaposé mémoire à court terme, qui est utile pour se souvenir par exemple d'un numéro de téléphone que l'on doit composer, et mémoire à long terme. La mémoire à court terme, initialement considérée comme un réceptacle passif, est en fait assez complexe et a donc été nommée aussi mémoire de travail. On distingue également la mémoire lexicale et la mémoire sémantique. La mémoire lexicale qui se rattache au par cœur et la mémoire sémantique qui concerne le sens des mots. Cette dernière joue un rôle nettement plus important d'ailleurs que la mémoire lexicale. Et un troisième champ de travail des sciences cognitives, ce sont les représentations. Et ça, c'est très important, parce que nous nous forgeons au fil des ans une représentation du monde environnant, parfois éloignée de la réalité. Ce courant de recherche rejoint la psychologie de l'apprentissage. En effet, plusieurs auteurs considèrent que l'enseignant doit tenir compte des représentations de l'élève afin de confronter judicieusement ce dernier avec des informations nouvelles en vue d'un changement de conception.
Le quatrième grand chantier des sciences cognitives, c'est la résolution de problèmes. La psychologie cognitive a montré que deux types de stratégies peuvent être utilisées pour résoudre un problème. Dans l'un, le sujet part du but à atteindre et le décompose en sous-buts successifs. Dans l'autre, le sujet déduit, en général par analogie avec une situation connue, un plan d'action, puis s'approche de la solution par correction successive, par essai-erreur. Les auteurs qui ont participé au grand débat de l'apprentissage à partir de la focale sciences cognitives sont notamment Piaget, qui a défini lui-même sa théorie constructiviste comme une troisième voie entre le behaviorisme et la gestalt. Pourquoi constructivisme? Parce que l'idée, c'est que l'apprenant, l'enfant, l'adulte, construit par lui-même son savoir. Et donc, cette idée de construction du savoir par le sujet même, par l'apprenant, contribue à déplacer l'attention des pédagogues vers les processus cognitifs à l'œuvre chez l'apprenant. À côté de ça, nous avons des auteurs qui vont développer un aspect plus social de l'apprentissage. Bandura accorde une importance fondamentale ainsi aux interactions cognitives mais aussi sociales du sujet avec son environnement. Le socioconstructivisme permet de mieux comprendre aussi à quelles conditions les interactions sociales facilitent l'apprentissage. Vygotsky en est le grand auteur, l'illustration même. Il reprend à son compte partie des propositions de Piaget, mais il rajoute la dimension sociale. Donc il s'agit de construire son savoir par soi-même, de son propre mouvement, mais aussi avec les autres. On apprend toujours avec autrui. Brunner insiste sur un apprentissage conçu comme un processus non pas individuel, mais collectif. Donc on voit que dans la dernière partie du XXe siècle, l'apprentissage est vraiment conçu dans une dimension de groupe, dans une dimension sociale. D'où le fameux travail en groupe que l'on retrouve souvent dans les classes. Aujourd'hui, on ne prétend plus produire des théories générales de l'apprentissage, mais bien des théories locales du faire d'apprendre. Alors, nous voyons en bas de cette diapositive un schéma qui présente finalement un fonctionnement de la théorie constructiviste. Nous avons un ancien équilibre qui correspond au savoir, aux connaissances que possède déjà l'apprenant, et un nouvel équilibre. Au milieu, il y a une phase de déséquilibre, et c'est le principe même finalement de cette construction du savoir. Pourquoi une phase de déséquilibre? Parce que, en fait, grâce à une situation problème, grâce à un défi à relever, grâce à une problématique à résoudre, l'apprenant va devoir puiser dans ce qu'il possède déjà comme ressource quelque chose qui va lui permettre donc de se tirer d'affaire, et ce quelque chose pour résoudre un problème, pour trouver une solution, va être ce qui est visé comme apprentissage par l'enseignant. Donc on va passer d'un ancien équilibre à un nouvel équilibre par la résolution d'un problème. Et cette phase de déséquilibre, bien sûr, doit être très largement accompagnée par l'enseignant qui va être en situation d'étayage, qui va être une personne ressource. Et c'est parce qu'il y a une phase de déséquilibre qu'il y a nécessité de faire face, de trouver des solutions de son propre mouvement par soi-même, de se construire un savoir. Et ça, c'est une idée piagétienne très très forte sur laquelle nous reviendrons. Alors, pour conclure cette partie vidéo, eh bien, voici les grandes théories de l'apprentissage sous l'aspect continental. Nous avons 3 continents: enseigner, apprendre, former. Enseigner donc nous renvoie à la pédagogie magistrale, c'est le continent de la pédagogie magistrale, avec le cours dialogué, des exercices d'application, des travaux pratiques, dans une dimension très directive. C'est une grande directivité, l'enseignant fait preuve de grande directivité. Le continent apprendre nous renvoie au behaviorisme avec la pédagogie par objectif, ou au constructivisme avec les notions de représentation obstacle, de situation problème, et la pédagogie Freinet,
où là nous sommes dans une forme de nouvelle directivité, c'est-à-dire que l'enseignant est en retrait, mais également très présent comme personne ressource pour aider, par exemple le travail en groupe. Et puis nous avons le troisième continent, le continent formé, où on va chercher à responsabiliser les élèves, on va viser leur autonomie, le projet, la mise